tous et re-bienvenue. Je vous l'annonçais donc tout de suite. Soir d'info reçoit Monsieur Ousmane Mbaye, directeur général de Dangote Cement Sénégal, également président de la Chambre des mines du Sénégal, président du SPIS. J'espère bien le prononcer, ou le SPIS, c'est selon. Syndicat professionnel des industriels du Sénégal. Monsieur Mbaye, bonsoir. Bonsoir, Sarah. Alors, avec vous, nous allons parler de cette baisse des prix et notamment de la baisse des prix sur le ciment. Grâce à la suppression de la parafiscalité, le prix de la tonne de ciment baisse de 2000 francs CFA. Première question, naturellement, comment avez-vous accueilli l'annonce de cette mesure ? Effectivement, merci Sarah. Il faudra savoir que nous remercions d'abord l'État du Sénégal pour nous avoir associés aux discussions, parce que les mesures ont été prises avec les cimentiers. L'État nous a invités, pour ne pas dire convoqués, c'était une invitation pour discuter et échanger, pour voir effectivement quels voies et moyens utiliser pour baisser le prix du ciment. Nous avons effectivement partagé avec eux les différentes difficultés, n'est-ce pas, que les cimentiers ont traversées ces dernières années. Je pense que c'est très récent, la crise de 2022. Et à partir de ce moment, nous leur avons clairement expliqué que ce n'était pas possible, en tout cas à notre niveau, de pouvoir baisser le ciment en effectivement diminuant nos marges, qui sont déjà assez faibles. Donc la solution qui a été proposée, c'était de supprimer la taxe parafiscale sur le ciment. Il faut savoir, pour la structure du ciment, il y a 3 taxes. Il y a la TVA de 18%, il y a la taxe sur le ciment de 3000 francs sur la tonne, et il y a la taxe parafiscale de 2000 francs, qui normalement devait servir à financer le programme des logements sociaux. Donc c'est finalement cette solution qui a été trouvée. Maintenant, il faudra attendre pour ce qui s'agit de la mesure, parce qu'il faut savoir aussi que le prix du ciment est homologué. C'est l'État qui fixe le prix. Le prix homologué, actuellement, prix de vente, est de 73 000. Maintenant, pour que cette mesure soit effective, il y a 2 préalables. Il faudra d'abord que le Conseil national de la consommation se réunisse. Je pense que l'État a communiqué, ça va se passer normalement la semaine prochaine. Et en plus de cela aussi, il faudra un décret, parallélisme des formes, parce que tout simplement, c'est un décret qui a institué cette taxe parafiscale de 2000 francs. Et il faut aussi noter que les entreprises de BTP sont exclues. Donc c'est uniquement les grands acheteurs qui vont au niveau des quincailleries pour acheter qui vont pouvoir en bénéficier. Et c'est 2000 francs de réduction sur la tonne. Donc ça veut dire que cela passe de 73 000 à 71 000 à Dakar, parce que le prix diffère dans les autres régions. Alors, ça nous fait parler justement de l'applicabilité de la mesure, puisque vous nous dites que, en effet, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'application de cette mesure? Comment opérer cette différence entre ceux qui, effectivement, peuvent bénéficier de cette baisse et ceux qui ne le peuvent pas? Comment faire la différence? Non, effectivement, nous avons 2 types de clients. Nous avons ce qu'on appelle les corporates, ce sont les clients BTP et les distributeurs. Donc nous allons appliquer la baisse uniquement pour les distributeurs qui vont effectivement vendre aux quincailleries. Donc tous les gens qui vont acheter au niveau des quincailleries normalement vont bénéficier de cette baisse de 2000 francs, mais pas pour les sociétés de BTP. Donc ça va être géré directement au niveau de l'entreprise. Alors vous nous disiez tout à l'heure que c'est la taxe de 2000 francs, elle avait été instituée en partie pour le financement des logements sociaux. Aujourd'hui qu'elle est supprimée, est-ce que ça va avoir une incidence justement sur le financement de ce programme? Voilà, il faut faire attention parce que sur la communication du gouvernement, moi, j'ai entendu le mot suspension, pas suppression. Suspension parce qu'effectivement, il faudra savoir que cette taxe est prélevée depuis 2020. Donc, ça fait 4 ans. Et en moyenne, si on fait le calcul, c'est presque 10 milliards par année. Donc, le fait de parler de suspension, ça permet peut-être à l'État
de s'arrêter, de faire l'état des lieux de ces 100 000, de ce programme de 100 000 logements sociaux et pouvoir effectivement voir comment se projeter sur le futur. Mais pour le moment, c'est une suspension. Donc nous attendons de voir le décret pour voir effectivement comment cela va se passer. Alors, vous nous dites que l'État vous a concerté justement pour arriver à cette baisse. Ce n'est pas le cas, on l'a vu dans le journal. Pour d'autres secteurs, par exemple, les boulangers actuellement haussent le ton. Ils disent qu'ils n'ont pas du tout été concertés avant d'annoncer cette baisse qu'ils jugent d'ailleurs impossible parce que pour eux, il faudrait d'abord réduire le prix de la farine, de l'électricité avant de pouvoir réduire le prix de la baguette de pain. Vous avez au moins été associé à ces concertations. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ces concertations, sur d'autres domaines dont vous avez parlé avec les autorités? Voilà, effectivement. Bon, je pense, sauf erreur de ma part, ils ont aussi participé aux concertations. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, l'État n'est pas revenu pour effectivement leur expliquer comment ils allaient procéder. Donc nous avons tous entendu hier le ministère communiquer sur 15 francs de réduction. Maintenant, le problème, c'est que les 15 francs, qui va supporter cela? Je pense que l'État doit éclaircir. Nous avons compris que ce sera une réduction de taxes que l'État va supporter et qui va être appliquée, et ce qui fait que les meuniers pourront réduire le prix de la farine. Parce que aussi, les meuniers, parce qu'au début, les discussions, c'était de réduire de 25 francs. Parce que vous savez, une baguette de 175, réduire de 15 francs va poser des problèmes pratiques par rapport à la monnaie. C'est un problème pratique. C'est pourquoi 25 francs, c'est mieux. Mais maintenant, les meuniers aussi, ils ont d'autres difficultés. Hein. C'est comme nous, ils ont aussi traversé depuis ces années la crise de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le prix du blé qui a augmenté. Et récemment aussi, j'ai compris que ça a encore augmenté. Pour eux, ce sera aussi très difficile. Maintenant, l'État l'a dit, ils vont continuer à engager les discussions pour trouver des pistes de solutions. Pour les boulangers, ce n'est pas trop tard. Le Conseil de la consommation ne s'est pas encore réuni. Je pense que dans les jours à venir... Ils ont décidé de ne pas y assister. Non, mais avant, je pense que le message a été bien entendu. Je pense que les autorités quand même vont les appeler pour échanger avec eux et leur expliquer effectivement comment cette baisse-là va se faire sans pour autant impacter leur outil qui est effectivement la boulangerie. Alors, d'un point de vue général, quelle appréciation faites-vous de toutes ces baisses annoncées? Est-ce que vous pensez, déjà pour le ciment, mais après pour les autres produits, les denrées de grande consommation, que ce sont des mesures appropriées et viables surtout, sur un long terme? Je vais m'arrêter d'abord sur le ciment, que je maîtrise beaucoup plus. Sarah, il faut savoir que le prix du ciment n'est pas cher au Sénégal. C'est une discussion qui revient souvent. Là, on passe de 73 000 à 71 000 la tonne. Il faut regarder au niveau de la sous-région, le prix du ciment varie entre 80 et 105 000. Si vous prenez l'exemple, on peut se comparer à la Côte d'Ivoire. La tonne coûte 95 000 francs. Et peut-être que le pouvoir d'achat des Ivoiriens est différent de celui des Sénégalais. Pays voisin, plus de 100 000 francs. Burkina, plus de 100 000 francs. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'effectivement, les gens se braquent sur le ciment, mais il faut savoir, pour les gens qui ont un projet de construction, le coût du ciment ne représente que 15 à 17%. Et le problème qui se pose, c'est que tout le monde fait une fixation sur le ciment. C'est le ciment qui est contrôlé. Tous les autres corps de métier, prenez le fer, sable, la peinture, les carreaux, tout cela n'est pas contrôlé. Les prix ne sont pas homologués. Ça monte et ça descend comme pas possible. Donc ça aussi, on a attiré l'attention de l'autorité qui effectivement a compris le message et va regarder cela. Maintenant, vous avez posé une question qui est effectivement à réfléchir. C'est est-ce que ces mesures sont viables? Nous avons échangé avec l'autorité parce que chaque année, cela revient. Réduire le prix que subissent les industriels. Et je pense que le message qui a été passé, c'est qu'il faudra aussi qu'on essaie de voir comment augmenter le pouvoir d'achat. C'est ça la solution viable. Ça, ce sont des mesures conjoncturelles. Nous comprenons la position de l'État.
ce sont des mesures urgentes, c'est une demande sociale qu'il faut régler tout de suite. Pour étouffer la colère Effectivement. Maintenant, nous avons échangé avec le ministre de l'Industrie, nous le remercions, et je pense qu'il a compris, parce que lui c'est un industriel, c'est très facile de parler avec lui, parce que lui il se projette sur les 10, les 15 prochaines années, pour voir effectivement comment industrialiser le Sénégal, comment accompagner les industriels. Parce que nous, ce que nous attendons de l'État, c'est qu'ils viennent nous dire comment ils vont nous accompagner pour effectivement recruter tous ces jeunes Sénégalais qui sont à la recherche d'emploi. Et ça, c'est le pouvoir d'achat. Et c'est ça qui va régler ce problème. Parce que, ça, vous le voyez, hein, c'est un éternel recommencement. Chaque année, le débat revient sur la place publique. C'est parce qu'effectivement, on doit passer à des mesures viables et on doit se projeter sur un long terme. Sur un long terme. Là, c'est le président du syndicat professionnel des industriels qui parle. Donc, vous dites avoir rencontré l'autorité, avoir échangé avec elle autour de cette baisse. Est-ce que vous avez parlé, parce que ça, c'est aussi une autre corde de votre arc, vous êtes président de la Chambre des mines, est-ce que vous avez parlé de la renégociation des contrats miniers? Voilà, donc bon, nous avons été reçus la Chambre des mines parce que c'est un autre ministère, ça c'est le ministère des mines, de l'énergie et du pétrole. Nous avons été reçus hier par le ministre et c'était d'abord une prise de contact, parce que c'était la première fois qu'il reçoit la Chambre des mines, qui est l'association qui regroupe les sociétés minières. Cela s'est très bien passé, c'était une prise de contact, on a échangé sur les différents points, parce qu'on avait beaucoup de points en suspens avec l'ancien ministère qu'on a encore mis sur la table. On s'est rendu disponible pour discuter et l'accompagner dans sa mission. Et je pense que ça s'est très bien passé. Maintenant, on s'est donné rendez-vous parce que c'était juste une prise de contact. Pour ce qui s'agit de la renégociation des contrats miniers, c'est un sujet aussi qui revient souvent et qui passionne beaucoup de gens. Un contrat, une convention, c'est, comme le dit la loi, c'est un contrat entre deux parties. Maintenant, renégociation, c'est possible, ça a toujours existé à travers les avenants. Vous savez, les conventions minières, il y a souvent des avenants, mais c'est des échanges, des discussions entre les deux parties pour essayer de trouver un juste équilibre et un terrain d'entente. Et je pense que, et c'est réglementé, attention, parce qu'il y a des clauses de stabilité dans les conventions minières. Donc, les renégociations sont prévues, mais réglementées, encadrées. Donc nous allons continuer les échanges avec le ministre et ses équipes. On s'est encore donné rendez-vous et je pense que cela va bien se passer parce que le secteur minier, il faut le rappeler, c'est 10 000 emplois. C'est 32% des exportations du Sénégal. C'est 5% du PIB. Donc c'est un secteur important et je pense que le ministre nous a rassurés après avoir échangé avec lui. En tout cas, il l'a compris et je pense que sur les prochains jours, on va continuer à échanger avec lui pour essayer de trouver des solutions aux différents problèmes qui minent le secteur minier. Alors, parmi les problèmes justement qui minent ce secteur, il y a cette question de l'opérationnalisation des fonds miniers destinés aux collectivités territoriales qui revient toujours, réclamée par le Forum civil. Quand est-ce que vous allez accéder à cette requête ou est-ce que vous avez prévu d'accéder à cette requête du Forum civil, de la société civile? Effectivement, il faut savoir que le fonds d'appui au développement local, il y a certaines sociétés minières qui ont déjà versé. L'argent est disponible au niveau du Trésor. C'est l'un des points, parce que nous, on a préparé un mémorandum qu'on a soumis au ministre pour expliquer les difficultés et les solutions que nous proposons. Quelles sont les difficultés? Voilà, les difficultés, l'opérationnalisation du fonds d'appui. Vous savez, on a connu le fonds de péréquation qui effectivement a eu les mêmes problèmes. C'est que l'argent a été mis à la disposition du Trésor et ce n'est pas arrivé à destination. Donc c'est juste le cadre qu'il faudra regarder. On a bien échangé avec le ministre et il a compris. Il faudra qu'on s'assoie. Si je vous entends bien, est-ce que cela veut dire que les fonds sont disponibles, mais faute d'avoir un cadre vraiment pour sécuriser ces fonds-là, c'est pour cela qu'ils ont été gardés? Effectivement, c'est bien ça, mais il faut noter aussi que pour certaines sociétés minières, comme je le disais tantôt,
Ils ont évoqué la clause de stabilité parce que le fonds d'appui est venu après le code de 2016. Le code de 2016. Donc, les sociétés minières qui ont été ici avant le code de 2016 évoquent la clause de stabilité. Mais effectivement, c'est un sujet sur lequel on est en train d'échanger avec les ministères pour trouver une solution définitive. Parce que, tout simplement, pourquoi nous sommes préoccupés à ce que cet argent puisse aller au niveau des communautés? Parce que nous sommes exposés directement. Et que si les sociétés minières, effectivement, versent cet argent à l'État et que ça n'arrive pas aux communautés, ça peut se retourner contre nous. C'est pourquoi, effectivement, nous essayons d'accompagner l'État dans ce processus pour que cela se passe très bien. Et les discussions continuent et je pense que bientôt, une solution définitive va être trouvée à ce problème. Alors, on va parler un peu de l'industrie sénégalaise parce que je rappelle que vous êtes le président du syndicat des industriels du Sénégal. Pas plus tard qu'hier, nous avons d'ailleurs reçu un artiste qui s'est engagé au profit du consommé local, Simon Kouka, donc avec un concept solo-fille pour promouvoir vraiment l'artisanat local. Comme on l'a dit hier, le talent n'a jamais été le problème. Aujourd'hui, ce qui fait vraiment défaut aux artisans, c'est la matière première. C'est cette possibilité aussi d'exécuter des commandes à grande échelle parce que nous n'en sommes pas encore à ce stade, en tout cas au niveau industriel. S'il vous était donné la possibilité, mais vraiment en quelques minutes, de nous faire un petit point sur la situation de l'industrie au Sénégal, vous nous diriez quoi? Les mots MAUX, les mots, je peux le résumer en plusieurs termes. Le premier, c'est pression fiscale et douanière. Pression fiscale et douanière. Les industriels subissent une pression énorme. Et ça, on l'a remonté aussi à l'autorité. Et là se pose le problème de l'équité. Parce qu'on parle de l'équité fiscale. Tout le monde doit payer. Ce ne sont pas seulement les industriels, le formel. Sarah, imaginez-vous, quelqu'un qui va acheter, excusez-moi de la publicité, un iPhone à 400 000 francs. Il peut payer la TVA. Pourquoi cette personne-là ne paye pas la TVA? Ça, c'est l'informel. Et je pense que si on va sur cette équité-là, c'est que tout le monde paye, pas seulement le formel. On peut même aller jusqu'à la réduction, n'est-ce pas, de la TVA, qui peut passer de 18 à 5%, parce qu'on a élargi l'assiette fiscale. Donc ça, c'est un des problèmes de l'industrie. On peut aussi évoquer la pression sur les prix, comme vous le voyez souvent. Hein. À chaque fois qu'il y a un problème, l'État essaye de réduire encore les marges des industriels. Alors que nous, on s'attend effectivement à ce que l'État nous accompagne pour voir effectivement comment augmenter le pouvoir d'achat. Donc ça, ce sont les différents mots. Et l'attractivité aussi du Sénégal. Avec toutes ces nouvelles taxes qui sont créées, je peux citer Apromat, 2,5% sur les droits de douane. Ça, nous n'avons jamais compris parce que effectivement, c'était un programme pour moderniser la douane. Est-ce que ce sont les entreprises qui doivent payer pour moderniser la douane? C'est depuis quelques années, ce n'est pas limité dans le temps. Nous ne comprenons pas. Nous avons encore posé la question aux autorités. Aux autorités qui sont en train d'y réfléchir. Je pense qu'une solution va être trouvée. D'autant plus que, on peut le dire, hein, si vous regardez toutes ces années, il y a eu un enrichissement des coûts des matières premières. Et les droits de douane, c'est un pourcentage. Donc ça veut dire que les recettes douanières ont augmenté significativement avec l'augmentation des cours mondiaux. Si en plus de cela, il y a la taxe de 2,5% de Promat. Il y a aussi d'autres taxes, taxes plastiques. Donc chaque année, il y a des nouvelles taxes que les industries subissent. Et cela ne permet pas effectivement qu'ils puissent se concentrer sur de nouveaux investissements, la création d'emplois. Vous décrivez un environnement assez hostile pour booster l'industrie C'est très difficile, Sarah. Il faut être honnête. Et heureusement, quand nous avons échangé avec le ministre de l'Industrie, je pense qu'il a très bien compris. D'ailleurs, il nous a expliqué qu'il est en train de préparer les assises de l'industrie au mois de juillet, où on doit s'asseoir, discuter des différents problèmes que nous rencontrons, comment ils vont nous accompagner et comment se projeter sur les 5, les 10, les 15 prochaines années pour effectivement industrialiser le Sénégal,
Parce qu'il ne faut pas rêver. Le rôle de l'État, ce n'est pas de créer les emplois. Ça, c'est le rôle de l'industrie. L'État doit tout simplement organiser, encadrer un bon cadre pour que effectivement les industries puissent développer le Sénégal en créant de la valeur, en créant des emplois pour tous ces jeunes qui sont là et qui attendent. Alors, pour la promotion de l'industrie nationale, il y a justement le Conseil national du patronat ainsi que le SPIS qui organise Dakar Industrie. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de cet événement qui va se tenir avant la fin du mois de juin? Voilà, effectivement, nous en sommes à la 3e édition. Dakar Industrie, nous l'organisons avec le CNP pour promouvoir le consommé local. Promouvoir le consommé local, et aussi ce sont des panels que nous organisons, que ce soit avec l'administration, nos partenaires, la douane, l'administration fiscale, les autorités, le ministère du Commerce, le ministère des Mines, pour s'asseoir et discuter et échanger comment essayer de promouvoir le consommé local. C'est important pour nous parce qu'il y a des industries au Sénégal qui produisent et il faut consommer ce que nous produisons. C'est important. C'est pourquoi nous organisons ces assises et ça se fait chaque année. Bon, l'année passée, on l'a pas fait. On est à la 3e édition et nous donnons rendez-vous, n'est-ce pas, à tous les Sénégalais qui veulent discuter du développement de ce pays. Venez. Ça se tient où? Ça se tient normalement au King Fahd Palace. C'est entre le 27 et le 28 juin. Donc, ce sont les assises de l'industrie. Je vous invite. J'invite les journalistes, j'invite tous les Sénégalais à venir échanger avec nous, les industriels, pour voir effectivement comment développer le Sénégal. Alors, pour terminer, on va parler du groupe que vous dirigez, enfin que vous représentez en tout cas au Sénégal, Dangote, qui a étalé ses tentacules un peu partout en Afrique. Au Nigeria, il vient de démarrer l'une des plus grandes raffineries au monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette ambition projet pour finir? Bon, on ne peut pas parler de projet parce que ça a déjà démarré. Effectivement, c'est une raffinerie qui a coûté 19 milliards de dollars au groupe, plus de 11 000 milliards de francs CFA. Et ça a permis effectivement au Nigeria de ne plus importer du carburant et d'autres produits pétroliers. Il faut savoir que le Nigeria est un pays producteur de pétrole. Et la contradiction, c'est qu'ils importaient du gasoil. C'est parce qu'il n'y avait pas assez d'infrastructures comme les raffineries et ce qui a été fait. Et effectivement, ce qui s'est passé quand on a démarré, le prix du gasoil a baissé de 40%. Cela veut dire beaucoup de choses. Donc ça veut dire beaucoup de choses pour nous qui allons aussi commencer à exploiter notre pétrole. Effectivement, donc il faut investir parce qu'il faut investir. C'est l'industrialisation, c'est une vision. Parce que quand le président Aliko Dangote a démarré ce projet, personne n'y croyait. Donc, et maintenant, ça a abouti et nous en sommes tous fiers. Et je pense que l'objectif, c'est d'avoir des Aliko Dangote au Sénégal parce que lui, tous ses investissements, il le fait en Afrique. Et c'est pourquoi c'est important aussi de valoriser nos capitaines d'industrie. Nous en avons au Sénégal, nous en avons. Il faut les valoriser, il faut les accompagner pour qu'ils deviennent des Aliko Dangote, pour qu'ils puissent développer le Sénégal. Ce sera votre dernier mot, j'imagine. Ce sera mon dernier mot. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous, Monsieur Ousmane Baye, directeur général de Dangote Cement Sénégal. Vous êtes également président de la Chambre des mines du Sénégal et président du SPIS, le syndicat professionnel des industriels du Sénégal. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Et plein succès pour vos travaux de Dakar Industrie. Bonne fête à vous également. En bon Bayern, faites attention aux moutons. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes en compagnie de la télévision Futur Média. Bon début de week-end à toutes et à tous.